Anything to do with Jennifer's disappearance? I did not, but I'd like to leave it at that. Tampering with evidence back in June, pleaded not guilty. Disappearance of his wife, Jennifer. And despite months of extensive searches, Jennifer Dulos has not been found. Jennifer Dulos, 50 ans, a comme tous les jours déposé ses enfants à l'école. Et elle va totalement disparaître de la surface de la Terre. C'est alors que la police va suivre un vieux camion qui va les mener dans une histoire totalement folle. Jennifer Dulos est réfléchie, un peu timide et introvertie. Elle a grandi dans la richesse et le monde des privilèges à New York. Et oui, car c'est la fille d'un père qui a fait fortune dans la finance. Fotis Dulos, lui, c'est un homme plein de charme, athlétique et très extraverti. Là, c'est le total inverse de Jennifer. Lui, il est champion international de ski nautique et c'est son obsession, il veut faire du ski tout le temps. Il est né en Turquie et élevé à Athènes, en Grèce. Ils sont tous les deux des étudiants exceptionnels et ils vont se rencontrer pour la première fois en 1986 à la prestigieuse Brown University de Providence, Rhode Island. Mais cela ne va pas être une histoire d'amour. Ils vont juste rester bons amis et c'est là que 17 ans plus tard, ils vont se rencontrer. 17 ans plus tard, après une rencontre fortuite à l'aéroport d'Aspen, ils vont sortir ensemble. Une timide, un charmeur, les contraires s'attirent, dit-on. Jennifer voulait vraiment avoir une relation amoureuse et fonder une famille. Et lui, Fotis, il semblait vouloir les mêmes choses. Jennifer dira qu'elle était à la maison, de retour à New York, et dans un email, Fotis lui a dit qu'il voulait la revoir. Mais qu'est-ce qu'elle aimait chez lui pour tomber si vite amoureuse? Tout de suite, les proches vont dire que ce qui faisait son charme chez Fotis, c'est qu'il était extrêmement charmeur, rieur, enjôleur, taquin. Donc charmant, très beau, intelligent et drôle de surcroît, n'en jetez plus. Nous avons ici le prince charmant pour Jennifer qui, elle, avait si peu confiance en elle. De plus, il est bien assis financièrement. C'est un promoteur immobilier ambitieux, constructeur de maisons de luxe. Fotis et Jennifer se sont mariés en 2004 et se sont installés à Farmington, dans le Connecticut. Dans un quartier chic, à l'extérieur, où les nouveaux riches et les anciens se mêlent. D'ailleurs, la sœur de Fotis dira que c'était un couple très très heureux. Et 2 ans plus tard, ils vont avoir des jumeaux. Et 2 ans encore plus tard, ils vont ravoir des jumeaux. Et 1 an plus tard, ils vont avoir une petite fille. Donc vous l'avez compris, ils ont maintenant 5 beaux enfants. Ils vont emménager dans l'une des magnifiques maisons qu'avait fait construire Fotis, au 4 Jefferson Crossing. Ils vont élever leurs enfants avec tous les avantages qu'offre une vie aisée dans une belle maison en mettant l'accent sur le sport. Malheureusement, en particulier sur le ski nautique, la passion du père. Et je vous dis malheureusement car une amie dira que ce sport était l'obsession du père et qu'il coachait ses enfants extrêmement dur, trop dur, avec des entraînements très sévères. Jennifer, la mère, pensait que Fotis les poussait trop fort et a raison. Et elle a déclaré plus tard que la santé mentale et physique de ses enfants en souffrait à cause de l'obsession de son mari pour cet entraînement. Ils vont souvent se fâcher, se disputer, de pire en pire, et tout ça au sujet des enfants et de cette obsession pour le ski nautique. Et malheureusement, dans le couple, vont survenir de la part du mari des disputes très violentes. Pourtant, de l'extérieur, le couple qui semblait tout avoir, apparence, argent, enfants, vivait à part de tous et maintenant si triste. Jennifer était seule dans cette famille et tout le monde savait que le couple ne s'entendait plus du tout. En 2016, Fotis, le père, s'absentait même jusqu'à 10 jours par mois. Et dans l'un de ses voyages à Miami dans un club de ski avec ses enfants, il va rencontrer Michelle. Michelle Trogonis, c'est tout à fait le type du père. Elle montait à cheval, elle avait fait un reportage pour ESPN en Amérique du Sud sur le ski nautique et elle était encore plus au goût de Fotis que sa propre femme car elle était skieuse nautique de compétition. Peu après leur rencontre à Miami, Fotis et cette mère célibataire vénézuélienne vont commencer une liaison. Et là, à ce stade de cette histoire, tout va partir en vrille, donc c'est le moment. Si tu n'es pas abonné, mais que fais-tu ?
Abonne-toi, c'est ce qui pourra le mieux m'aider. Reprenons. Et donc, comme je l'ai dit, tout part malheureusement en vrille. Cette liaison devient extrêmement sérieuse pour lui. Et il tombe éperdument amoureux de Michelle, c'est très sérieux. Il n'était pas très bon pour le cacher à sa femme Jennifer. Et en mars 2017, Jennifer a confronté Fotis et il a tout avoué. Là, pour Jennifer, il n'y a pas de retour en arrière possible. L'infidélité, c'est horrible. C'était une totale rupture d'accord pour elle dans leur mariage. Jennifer va tout de suite déménager avec ses enfants dans une maison louée à environ 1h30 de New Canaan, dans le Connecticut, et a direct demandé le divorce. Quant à Michelle, la maîtresse, avec sa fille, elles vont emménager dans la maison de Jefferson à Crossing, Farmington. Jennifer, la mère, était une femme extrêmement douée. Elle était rédactrice de pièces de théâtre et cofondatrice d'une troupe de théâtre. Elle faisait de la course à pied et elle avait un esprit vif et un rire contagieux. Elle écrivait aussi des blogs où elle était d'abord et avant tout une mère qui se raconte. Dans son blog, on pouvait lire « J'ai adoré les routines du coucher, les rituels, les dictons de bonne nuit, les livres lus, les câlins et les baisers donnés, et même les chansons chantées. Je voulais juste geler ce moment, prendre une photo. Laissez-les-moi à cet instant, ils grandissent trop vite. » Ces écrits sont remplis d'amour et de réflexion d'une mère sur les bénédictions ordinaires de la vie de famille. Jennifer aimait ses enfants au-delà de tout. Et elle avait cette merveilleuse famille de 5 enfants et elle en était pleinement consciente. Comme je l'ai dit, elle adorait ses enfants. Puis arrive le matin du 24 mai 2019 qu'il ne va pas être différent des autres. Réveil, petit déjeuner et un chaos organisé afin d'amener 5 enfants, tous d'âges différents, habillés et propres, à l'école. Mais peu après 8h05, le rythme normal de la vie quotidienne va s'arrêter pour toujours. Pourtant, Jennifer était programmée pour un rendez-vous chez le dentiste plus tard ce matin-là à New York. Elle ne va jamais se rendre à ce rendez-vous. Et cela, à partir de maintenant, va devenir, au dire des policiers, une des plus grandes enquêtes jamais menées jusque-là. Donc, le sergent de la police de l'État du Connecticut, Kenneth Vondreska, devient l'un des principaux enquêteurs. Personne n'arrivait à la joindre. Et puis quand il y a eu ce silence radio total, les amis et la famille ont su que quelque chose n'allait pas, c'était grave. Les enfants, eux, vont être emmenés chez leur grand-mère maternelle, Gloria Faber, à New York. À 19h, toujours aucune nouvelle de Jennifer, et là, la panique totale s'est installée. C'est à ce moment-là que Jennifer va être portée officiellement disparue. Et juste 1 heure plus tard, la police reçoit des nouvelles extrêmement inquiétantes. Les agents ont trouvé au sud de la ville son suburban abandonné, sa voiture, près de Wawonic Park, à 5 km de chez elle. Le sergent Kenneth dira que le haillon était soutenu contre un arbre, la voiture était éteinte, les clés n'étaient pas sur le contact, le levier de vitesse était coincé en marche arrière et les portes étaient verrouillées. Malheureusement, on pouvait voir, sans peine malgré le nettoyage, une substance rougeâtre semblable à du sang partout sur le côté passager. Le chef de la police de New Canaan, Léon Krolikowski, a immédiatement lancé une recherche massive dans le parc Waneni. Et là, c'est très rare, mais le chef Léon va dire que les recherches vont débuter avec l'aide de toutes les autres polices. Ils sont alors au taquet du taquet. Et littéralement, car d'autres services de police vont se joindre aux recherches. Ils envoient leurs chiens en recherche, donc la canine. L'équipe du FBI arrive aussi. Des recherches vont être faites avec un hélicoptère de la police d'État de New York. En parallèle, il va y avoir des plongeurs qui vont vérifier l'eau du lac dans le parc. Et bizarrement, le sergent Vondreska dit que la seule personne qui ne semble pas s'inquiéter, c'est le père des 5 enfants, Fotis. Et là, après avoir parcouru 12 heures de séquences de surveillance vidéo à gros pixels, les yeux rouges et fatigués des enquêteurs disent avoir trouvé la façon dont l'ex-Fotis Dulos a parcouru 112 km pour assassiner son ex-femme. C'est alors que quand la police du New Canaan est arrivée à la maison qu'a louée Jennifer, ils ont en parallèle trouvé du sang sur le sol du garage. Les autorités ont dû sonder toute la zone autour du parc, distribuant des dépliants pour des témoins potentiels,
utilisant la brigade canine comme je vous l'avais dit, pour trouver où est Jennifer. C'est alors que les détectives vont se pencher sur la vie de Jennifer et apprendre qu'elle était impliquée dans une bataille de divorce ardue concernant la garde de ses enfants avec son ex-mari Fotis Dulos. Des centaines de témoignages compilés arrivent aux oreilles des enquêteurs sur près de 2 ans racontant l'histoire malheureuse d'un mariage qui a apparemment très mal tourné. Et là, l'indicible va se dévoiler sous les yeux de la police. Une vidéo de surveillance de Fotis Lex jetant des gros sacs à ordures noires et d'autres articles le long de l'avenue Albany le soir où Jennifer a disparu. Les détectives sont descendus sur Albany Avenue et ont commencé à fouiller dans les ordures. Ils ont trouvé des vêtements de Jennifer, des sacs plastiques et des cercles en plastique zip. Et malheureusement, les articles qui étaient recouverts de sang correspondent à l'ADN de Jennifer. Cela va finir de convaincre les détectives de ce qu'ils soupçonnaient déjà. Fotis avait commis un homicide, celui de Jennifer. Et là, comme par hasard, parce que nous, on n'est pas des mulots de 3 semaines, on commence à avoir l'habitude, ils vont retrouver encore une autre vidéosurveillance. Donc là, sur une autre des vidéosurveillances, la police a remarqué une femme avec Fotis, et oui, vous vous en doutiez, on la voit clairement atteindre le trottoir. Elle a ensuite été identifiée comme sa nouvelle petite amie, Michelle Troconis, dont je vous parlais avant. Qui est Michelle Troconis plus en détail? Elle était beaucoup de choses. Une mère, comme je vous l'ai dit, une ancienne journaliste, une athlète équestre, une athlète de ski nautique, mais maintenant, elle était la conspiratrice présumée dans la disparition de la femme de son petit ami. Parlons donc de l'autre femme, encore et encore, comme disent les médias. Michelle Troconis a été surnommée l'autre femme dans cette histoire qui fait la une des journaux. Sa sœur, Claudia, dira: cela a brisé notre vie parce que ma sœur n'est pas la personne qu'ils disent et elle ne le sera jamais. Elle n'est pas capable de tout ce qu'ils ont dit qu'elle a fait. En effet, Michelle Troconis, sa nouvelle petite amie de Fotis, est accusée de complot en vue de commettre un meurtre, de falsification de preuves et d'empêchement de poursuite dans l'enquête. Mais elle nie tout en bloc, absolument toutes les accusations, elle ne sait rien, elle n'a rien fait, elle n'est au courant de rien. D'ailleurs, elle s'étonne même et elle est choquée qu'ils osent penser cela d'elle. Dans quelques extraits exclusifs de vidéos d'interrogatoire, elle insiste sur le fait qu'elle n'a aucune information sur la disparition de Jennifer Dulos. Elle dira: je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Jennifer. Je ne sais pas où se trouve Jennifer. Lorsque le détective John Kimball lui a dit qu'il croit qu'elle a des informations qu'elle ne partage pas, elle répond: je n'ai pas d'informations, John. Je pourrais marcher dans le monde entier avec vous si vous me le demandiez. Je peux faire tout ce que vous voulez, mais ça, je ne l'ai pas fait, je ne peux pas vous le dire. Son avocat affirme que lui, Fotis, son amant, a menti à Michelle, mensonge après mensonge, égrenant un collier de sottises, et cela inclut les nombreux moments qu'ils passaient ensemble, ainsi qu'un voyage qu'ils ont fait à Albany. L'inspecteur a donc interrogé l'ex-mari Fotis sur le fait que, oui ou non, sa nouvelle petite amie Michelle savait ce qu'il y avait dans les sacs poubelles. Le policier Erin Moriarty demandera si elle avait une idée de ce qui se passait. L'avocat de la défense dira: non seulement elle ne savait pas ce qu'il y avait dans les sacs, mais elle n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement. L'ex-mari l'avait juste invité à aller au Starbucks et il a affirmé que sa petite amie Michelle était venue avec lui et qu'il lui avait dit qu'il devait juste se débarrasser de quelques articles dans la poubelle. Pratiquement, pendant tout ce temps-là, le temps qu'il conduisait, elle était sur WhatsApp et envoyait des SMS ou passait des appels avec sa famille. Elle vit sa vie et elle n'a pas l'air préoccupée ou stressée. Mais plus elle va parler aux policiers et plus elle va s'en mêler et plus les policiers vont se méfier. Michelle a dit à la police lors de son premier interrogatoire que son amant, Fotis, était avec elle le matin où Jennifer a disparu. Ils prenaient une douche, ils étaient intimes à ce moment-là, un moment olé olé si vous voyez ce qu'elle veut dire. Puis, il y a eu un deuxième interrogatoire et le troisième. Et là, ce qu'elle raconte est une toute autre histoire. Un policier dira qu'à chaque fois, les inspecteurs la poussaient dans ses retranchements, la prenaient la main dans le sac au vu de ses mensonges, et elle changeait son histoire, encore et encore, s'adaptant au coup d'épée des policiers afin de pouvoir rétorquer. Et puis cette fameuse troisième fois, à l'interrogatoire, elle leur a essentiellement dit en fait que tout était un mensonge.
qu'il n'était pas à la maison ce matin-là comme elle leur avait dit. Elle a également reconnu que Fotis, son amant, avait laissé son téléphone chez elle, derrière lui. Comprenez là qu'il a laissé son téléphone, que lui il est parti avec sa voiture et que comme ça le téléphone bornait à un autre endroit où lui était en réalité. Après 8 mois d'enquête chevronnée, le 7 janvier 2020, la police va arrêter Michel pour complicité en vue de commettre un meurtre. Et Fotis Dulos, l'ex-mari aussi, mais lui accusé de meurtre. Et bien sûr, comme d'habitude, les deux vont plaider non coupables. Les autorités vont exposer leurs théories sur ce qui s'est passé le jour où Jennifer Dulos a disparu, dans des mandats d'arrêt extrêmement détaillés. Et donc, tout le mode opératoire, grâce aux témoins, aux caméras et aux preuves laissées derrière lui. Et vous allez voir, c'est comme si la Fotis, il était le petit poussé qui laissait des cailloux derrière lui. Lui, il va laisser, mais plein de détails. Et puis des caméras vidéo vont le prendre partout sur son chemin, le petit poussé. Il va laisser une myriade de preuves faisant la joie des policiers. Les policiers disent que tout a commencé avec le vieux camion Toyota Tacoma appartenant à l'un des employés de Fotis. La police pense que Fotis l'a prise sans lui demander son autorisation le 24 mai 2019, histoire de passer incognito. Il va conduire à New Canaan, Connecticut. À 7h57, la police a trouvé cette vidéo d'un bus scolaire du Tacoma sur le bord de la route près de Wanene Park à New Canaan. C'est à environ 30 mètres de l'endroit où Jennifer Dulos, dans sa Suburban, se trouvera plus tard. Dans l'une des vidéos du Tacoma, la police a repéré un pneu de vélo qui dépasse de la benne du camion, ce qui les a emmenés à croire que Fotis Dulos avait parcouru 4 km à vélo jusqu'à la maison de Jennifer. Histoire encore une fois de passer inaperçu. Mais les caméras de surveillance d'un voisin vont capturer une vidéo à 8h05 de Jennifer Dulos se dirigeant vers sa maison après avoir déposé ses enfants. Elle n'en ressortira jamais. Et c'est là où l'horreur va être à son paroxysme. Car la police dit que Fotis Dulos était en attente, donc en planque, chez elle, et que lorsqu'elle est entrée, il a violemment sauté sur Jennifer. Il va l'agresser dans le garage, dans une mare de sang. Les autorités disent que Fotis Dulos a passé 2 heures à nettoyer son carnage sur cette pauvre mère de famille. Flaques de sang tâchent les unes après les autres pour ne laisser derrière lui aucune trace de cette violente scène d'horreur. Mais, malgré tout, le sang et l'ADN parlent toujours et heureusement. Il a laissé derrière lui 2 preuves avec son ADN sur une poignée de porte et un mélange de son ADN et de celui de Jennifer sur un robinet dans la cuisine. À 10h25, allez, encore une autre vidéo montrant la voiture de Jennifer quittant sa maison. C'est Fotis qui est au volant et que Jennifer est décédée ou inconsciente à l'arrière. La police pense que Fotis a conduit le SUV de Jennifer à Wanene Park et a transféré son corps dans le Tacoma. Le camion sera repéré sur une autre caméra de surveillance de l'autoroute, se dirigeant vers le nord, vers l'endroit où vivait Fotis. La prochaine partie de la théorie policière vient de Michelle Troconis, l'amante de l'ex-mari. Car au cours des 3 interviews, elle va déclarer aux enquêteurs qu'elle et Fotis avaient déjeuné ensemble dans l'après-midi du 24 mai. Par la suite, elle a dit qu'elle et Fotis étaient allés dans l'une de ses propriétés pour la nettoyer lors d'une future réunion avec ses clients. Détail horrible et sordide, c'est à ce moment-là que les enquêteurs savent qu'il jetait les énormes sacs poubelles avec peut-être Jennifer à l'intérieur et en tout cas ses vêtements et plein d'autres choses, et qu'il nettoyait la voiture. 5 jours plus tard, la police a trouvé cette vidéo de Fotis Dulos conduisant une fois de plus le Tacoma. Il se dirigeait vers un lave-auto local et un magasin de détail, et Michelle Troconis était dans une voiture qu'on voyait derrière lui. Fotis est photographié dans le hall du lave-auto. Il a déposé la voiture, puis est entré dans l'autre véhicule, celui de Michel. La police dit que Fotis Dulos est venu ici retirer de l'argent pour payer le nettoyage du Tacoma. La police dit que malgré tous ces efforts, ils ont réussi à trouver des traces d'ADN de Jennifer sur le siège passager du véhicule. Fotis et Michel sont arrêtés, mais ils vont être libérés chacun avec une caution d'1 demi-million de dollars
et vont recevoir l'ordre de porter des bracelets de cheville. Ils vont également recevoir l'ordre, chacun chez eux, de ne plus jamais communiquer l'un avec l'autre. Michel va emménager dans son propre appartement et Fotis est resté dans son manoir de luxe au 4 Jefferson Crossing. À ce stade de l'enquête, il semble évident que ni l'un ni l'autre ne pourrait échapper à la prison pour avoir commis un meurtre ou, au mieux, avoir aidé pour Michel. En effet, de toute façon, l'ex-mari dans toute la ville était déjà jugé coupable par les voisins. En décembre 2019, l'avocat de Fotis a autorisé les journalistes de 48 heures à rentrer dans sa maison. Il était sous un ordre de ne rien dire aux journalistes et a donc refusé de répondre à leurs questions. Mais les journalistes vont être témoins d'une scène presque surréaliste, d'un homme soupçonné d'un crime monstrueux qui se détend et rigole avec sa famille. Ses nièces, Angelica et Clélia, venaient d'arriver d'Europe. Un proche dira d'ailleurs qu'il était très important pour eux d'être ici avec lui pendant ce Noël, car c'était un Noël très difficile. Il fallait essayer de le soutenir pour qu'il garde son moral. Fotis, pendant ce temps-là, était interdit par le tribunal de voir ses propres enfants, puisqu'il est soupçonné d'avoir ignoblement tué leur mère. Angelica dira que c'était très difficile, que ses enfants sont son cœur et son âme, que tous les jours il se réveille avec la tristesse sur son visage et le manque. Sa famille et ses proches vont essayer de lui remonter le moral en faisant tout ce qu'il aime, nourriture, activités, films et jeux de société. Angelica dira « Jouer à des jeux de société, cuisiner et parler, nous avons toujours été si proches. Nous avons passé les vacances ensemble. Nous savions que ce pourrait être son dernier Noël. Nous serions là pour se tenir à ses côtés quoi qu'il arrive. » L'avocat de Fotis, lui, avait dit de s'attendre à des accusations de meurtre après le Nouvel An. Quoi qu'il en soit, Angelica et les autres sont toujours restés près de lui, quoi qu'il se passe. Puis, Michel va encore être arrêté pour témoigner une nouvelle fois. Et là, la famille redoute le pire. Et là, il va se passer une chose totalement inattendue. Fotis va être arrêté pour meurtre. 3 semaines après, il va payer une caution de plusieurs millions de dollars pour rentrer chez lui. Et l'ex-mari de Jennifer, Fotis Dulos, va mettre fin à ses jours. En effet, Fotis Dulos a été retrouvé mort dans sa maison de Farmington. Le 30 janvier 2020, il va être emmené à l'hôpital et officiellement déclaré mort là-bas. La police a déclaré qu'il s'était enlevé la vie en inhalant du monoxyde de carbone. Le juge a accordé la garde des 5 enfants à la mère de Jennifer Dulos, Gloria Farber. La sœur de Fotis, Rena Dulos-Kirimi, soutient que les conditions à l'intérieur d'une prison du Connecticut auraient poussé son frère à se tuer. Selon sa sœur, il était détenu dans une pièce vide, froide, pleine de lumière glaciale, avec un porte-lit en métal et une simple couverture. Bah oui, c'est un peu le principe d'une prison. Elle dira que ce mode de détention a contribué à son suicide en janvier dernier. Michelle Troconis, elle, seule maintenant, attend son procès pour des accusations de complicité, y compris donc visant à assassiner Jennifer Dulos. En mai 2022, cela fera 3 ans que Jennifer a disparu. Et malgré tous les efforts de la police, ils n'ont pas pu trouver son corps, ce qui est totalement insoutenable pour ses enfants et sa famille. Ils ne peuvent pas faire un véritable enterrement avec le corps et lui rendre hommage comme il se doit. Voilà, cette ignoble et horrible histoire est terminée. Bon déjà, dis-moi si tu la connaissais. Et en dehors de l'ex-mari là, qui après avoir tué son ex-femme vit sa best life avec la Michelle, douche coquine, etc. Dis-moi si tu penses que l'amante, Michelle, était au courant de tout. Dis-moi si tu penses qu'elle est complice, je veux savoir. En tous les cas, encore une fois, on se dit que le divorce, ça existe, que la garde partagée, ça existe, et que même si lui avait un doute qu'il n'aurait les enfants que les week-ends et les vacances, c'est comme ça que ça se passe et on ne tue pas les gens. Bref, mets-moi un emoji cœur pour Jennifer et pour toute sa famille. Je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires, pour votre soutien à ma chaîne et pour vos abonnements. Et si tu ne l'as pas encore fait, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que t'abonner, ça ne te coûte rien et moi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider. Et puis, comme vous l'avez vu, il y a la casquette, le t-shirt. Vous pouvez aller sous la vidéo, cliquer sur boutique et voir tous les objets qui sont en vente.
Je voulais vous dire de bien prendre soin de vous, mes zigotos. Et en tous les cas, si un jour vous emmenez les enfants à l'école et que vous entendez du bruit dans le garage, mais pensez à regarder derrière vous. Bye bye!